Normalement, c'est lundi dernier que le grand rabbin théoriquement devait s'exprimer, mais il y a un petit problème, je dirais pas de secrétariat, c'est moins foutif, et donc malheureusement nous avons tiré avant qu'il n'arrive, du moins il est arrivé au moment où nous sortions. Et donc c'est pour cette raison que je lui ai proposé de remplacer le professeur Tancredi, qui lui-même, Laurence Tancredi, qui est, je crois, malade en quelque sorte, n'est-ce pas David? N'est-ce pas? Oui. Et donc, je me suis permis de lui faire cette proposition et je tiens tout à fait à le remercier. Non mais il fallait que je le dise. Maintenant c'est fait. Qui coule? Il coule. On y va. Nous vous écoutons avec plaisir. Ouais. Cher professeur, chers amis, non seulement qu'il coule, alors en plus, le bon président arrive, alors je suis français. Non seulement qu'il coule, mais on est vraiment dans du gâteau et tout va, ça aussi c'est pour le bien. Ça m'a permis d'écouter le professeur Hollande et c'était formidable. C'est vraiment formidable sur l'idée qu'il y a toujours du progrès. Oui, il y a du progrès si on est capable de mesurer qu'il y a du progrès. C'est qu'on ne doit pas considérer que c'est un chemin forcé et que ça sera beau parce que ça doit être beau. Il faut qu'il y ait des améliorations concrètes et qui facilitent les choses. Et en fait, sur la question qui m'était posée, je crois qu'on peut dire quelque chose d'assez étonnant. La technologie dit le vrai. Voilà le credo du monde. La technologie dit le vrai. Le problème, c'est que la vérité n'est pas toujours vraie. Voilà. Et que la machine ou l'intelligence artificielle dit toujours le vrai tel que ses concepteurs l'ont intégré. Parce que c'est un mot, je ne vais pas rentrer en compétition avec le professeur Hollande, c'est une pro, mais quand on parle d'apprentissage de la machine, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors moi aussi je donne beaucoup de cours à des gens pas encore diplômés, donc moi j'accepte qu'on m'interrompe et qu'on me pose des questions comme vous au milieu, ça ira plus vite. Mais ce que je vous énonce me paraît très important d'avoir toujours à l'esprit, la vérité n'est pas toujours vraie. Et je vais vous dire où on le mesure le plus, c'est dans le monde de la justice. Et il y a une forme de dictature du savoir, je dirais dictature des experts, qui font que l'expert arrive et vous dit c'est comme ça, et vous, le magistrat, vous dites si l'expert a dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Oui, mais à quoi vous servez? Les médecins le savent, qui font des expertises, mais d'autres, on fait une expertise, on donne un résultat de notre expertise à la personne qui est censée juger, et cette personne amalgame cette vérité avec d'autres vérités, et en tire une conclusion, une décision. Vous savez que c'est le process que nous suivons quand nous prenons une décision éthique. L'éthique, c'est d'abord chaque fois différent, tous les jours c'est différent. Avec chaque personne, c'est différent, parce que si ce n'était pas différent avec chaque personne et à chaque moment, ça s'appellerait la loi. La loi, ce n'est pas l'éthique. C'est autre chose. Et cette dictature des experts me semble très dangereuse. Parce qu'il ne faut pas céder à ce qu'on pourrait appeler une simple évidence, mais intégrer toutes les données qu'on reçoit pour ajouter une valeur particulière qui est l'intelligence humaine, qui est d'amalgamer et de mesurer, de pondérer. Je vous raconte une histoire, parce que j'aime cette histoire profondément. Une très belle histoire. C'est un jeune homme qui devait se marier avec une jeune fille. Jeune homme d'une famille formidable, jeune fille d'une famille formidable. Et la tradition veut qu'on aille passer le Shabbat, le week-end, dans la famille de la promise. Et donc, il arrive avec toute sa famille dans le village de la promise. Et le vendredi, avant le début du Shabbat, il se balade dans le village, il arrive bien dans la maison de ses parents et il voit une scène qui le choque. Il voit sa future belle-mère et sa future épouse en train de mettre la table. Non pas que seulement les assistantes étaient présents féminins, parce que Cyril n'est pas forcément féminin, mais il se trouve que là c'est les deux qui mettaient la table. Et donc, rajouter un frère si vous voulez. Il y avait un petit frère qui mettait la table aussi avec, ça marche aussi, et comme ça je vais à l'histoire. Et il voit une scène stupéfiante pour lui, c'est une table magnifique, table de mariage, et il voit une poule qui saute sur la table, et sa future prend la poule, se met dans une rage incroyable, fracasse la poule au sol,
Et il dit, si elle se met dans un état pareil pour une bouffe, qu'est-ce qu'elle me fera? Et il dit, je ne veux pas l'épouser. Mais on est vendredi, le mariage c'est dimanche. Il y a le Shabbat au milieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Réfléchit. L'office va débuter le vendredi soir, et les fidèles commencent à arriver dans la synagogue du village. Lui, devant tout le monde, il se jette sur le tronc de la charité, il ouvre, il le prend, il se remplit les poches, et il sort de la synagogue. Les braves villageois, qui ne sont pas plus mauvaises langues que d'autres, vont voir le père de la promise et lui disent, écoute, tu es complètement fou si tu donnes ta fille à ce gars-là. Ce gars-là ne semble pas avoir des valeurs humaines très élevées. Le papa de la jeune fiancée va voir le père du futur mari, on dit, écoute, non, je pense qu'on va un peu plus vite, on va attendre un peu, ils sont pas faits l'un pour l'autre, donc on fait le Shabbat et on verra bien. Le samedi soir, là on a rompu les fiançailles et le mariage. Le samedi soir, le père et le fiancé, ex-fiancé, s'en vont, et là le père dit à son fils, non, t'arrêtes de te foutre de moi, je te connais, tu es mon fils, t'as des défauts, mais t'es pas voleur. Pourquoi tu as fait ça? Je lui dis, voilà, si je n'avais rien dit, et je dis juste, je romps le mariage, on aurait dit, il a découvert un truc, et ça aurait jeté l'opprobre définitivement sur cette fille et sa famille. Si j'avais dit, elle a un caractère de cochon, quoi, que chez les rabbins, le caractère de cochon, c'est pas très cachère, mais donc globalement. J'aurais jeté l'opprobre, elle aurait pas pourrait se marier. En faisant ça, elle et son heure est sauf. Moi, tout le monde dira un jour, je me suis repenti d'avoir volé, et je trouverai, il n'y a pas de problème, et elle trouvera. Et comme ça, donc vous voyez bien là, dans cette histoire que je vous raconte, que la vérité n'est pas la vérité. Et si objectivement, vous faites une enquête, et vous voyez, oui, il a volé ou pas, il a volé, donc c'est un voleur. La réalité, c'est que la vérité n'est pas la vérité. Et beaucoup de films d'histoire sont fondés sur cette idée que les apparences ne sont pas ce qu'elles sont. Il y a un film comme ça qui est incroyable, qui s'appelle Le Sixième Sens, avec Bruce Willis, où on a l'impression, nos yeux nous montrent quelque chose. Et pourtant, ce n'est absolument pas ce qu'on a cru. Il faut voir ce film 2 voire 3 fois pour comprendre vraiment le film. Et c'est l'idée que les choses qui nous paraissent être automatiques ont toujours besoin d'avoir quelque chose en arrière-plan qui nous l'apprend. J'ai vécu ça, je l'ai appris, je l'ai compris, et ça me semble être le cœur de ce que vous m'avez demandé de traiter. Je l'ai compris quand j'étais dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, un jour, je fais une mission qui consiste à valider sur un vol d'hélicoptère. Donc il y a un pilote qui est validé comme pilote, il y a un chef de bord qui doit être validé comme chef de bord, et il y a un chef de bord confirmé à l'arrière qui valide le premier, etc. Et moi, je suis le 4e passager à l'arrière. Et donc, c'est un peu stressant, faut que je vous dise, parce qu'on simule en permanence des pannes. Pas de rotor arrière, pas de rotor machin, vous êtes toujours... Bon. Et puis, à un moment, la jauge carburant fait comme ça. Et là, c'est pas une simulation de panne, c'est une vraie panne. Et là, brusquement, on ne rigole plus du tout à bord. Et il se trouve que c'est moi qui suis à côté de la manette où on doit chercher qu'est-ce qu'on fait, une checklist en cas de jauge carburant. La question, c'est est-ce que c'est la jauge qui est en panne? Est-ce qu'il y a vraiment du carburant? Est-ce qu'on a une fuite? Est-ce qu'on va pas devoir se scratcher? Enfin, on doit vérifier plein de choses. Donc je sors la checklist, ça se passe bien, on règle le truc, on continue, on se pose, on refuel, etc. Bon. Et là, le chef de bord confirmé m'apprend quelque chose. On doit apprendre à nos pilotes à avoir des automatismes qui vont plus vite que la pensée, mais à garder toujours une part de pensée qui contrôle les automatismes. Si vous me dites, bon, c'est bien, c'est validé, théorique, c'est pas théorique du tout. Dans un des crashs récents qu'on a connus en France, enfin, le crash n'est pas en France, mais sur un avion français, les données objectives que les instruments donnés au pilote lui disaient que son avion tombait, en fait son avion ne tombait pas, et donc lui, il y a eu quelque chose d'assez étonnant, le pilote a cru que l'avion tombait, il fallait donc le faire monter, mais à un bout d'un moment, si vous cadrez trop un avion, il sort de son domaine de vol, et le copilote, lui qui a compris ce qui se passait, faisait piquer son avion pour reprendre de la vitesse et reprendre la capacité de manœuvre. Mais comme les deux ne se parlaient pas, pendant 56 secondes, ils vont faire des manœuvres opposées. Et le résultat est une catastrophe. Ce qui veut dire qu'il faut toujours avoir des automatismes. Donc, la machine est utile à condition
où le phénomène machinal, et donc de la machine, est utile, formidable, à condition qu'il y ait toujours une part d'esprit humain qui contrôle ce qui se passe. Pour ne pas être dépossédé de notre responsabilité. Et parce que, je vous dis, la vérité n'est pas forcément, enfin, la vérité objective donnée par des instruments, par des machines, n'est pas toujours absolue. Et c'est le principe même de l'éthique où, d'une certaine manière, chaque fois que vous avez un raisonnement éthique, ça vous fait ralentir le système. Vous avez un système bien rodé. Et quelqu'un arrive et pose une question. Attendez, est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Ça ralentit le système. Parce que bon, il faut arrêter ce qui se passe, il faut poser la question, il faut réfléchir, il faut interroger, il faut discuter, sans embêter tout le monde. Et donc c'est moins efficace. Mais le questionnement éthique instille dans notre système, quel qu'il soit, de la confiance. Et la confiance, à moyen et surtout à long terme, produit de l'efficacité supplémentaire. On avait ça, par exemple, dans l'armée de l'air, on a mis en place ce qu'on appelle des legal advisors, des conseillers juridiques. Parce que nos militaires sont engagés dans des conflits où il y a un droit français, il y a le droit de la guerre, il y a le droit du pays dans lequel on se trouve, il y a le droit de l'ONU, il y a le droit de l'OTAN, il y a le droit du conflit particulier, bref, il y a 10 000 droits différents qui se télescopent. Et on appelait la légale, sur ce terrain d'opération, elle était basée à Dushanbe, qui est à côté de l'Afghanistan. Et donc on l'appelait, la commissaire qui était légale, on l'appelait l'empêcheuse de bombarder en main. Parce que vous comprenez, on vous illumine une cible, vous y allez, tac, vous tapez, vous revenez. C'est simple. Et si on vous dit attention, il faut être certain qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Il faut être certain que ce soit bien une usine de fabrication de bombes ou un truc qui n'est pas une école. Il faut être certain de ci, de ça. Ça met moins d'efficacité. Mais plus de confiance, et donc qui dit plus de confiance dit plus d'efficacité. Vérifiez dans les entreprises, vérifiez partout, ça fonctionne toujours comme ça. Vous avez une assistante ou un assistant. Vous avez un collaborateur ou une collaboratrice. Vous avez le choix entre une ou un hyper rapide, mais qui peut faire des bêtises, et une un peu plus lente, mais qui se trompe jamais. Laquelle vous choisissez? C'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué, c'est évident. Donc on voit que la confiance met plus d'efficacité. Et en fait, la technologie, quand on oppose la technologie et l'homme, c'est une erreur, de mon point de vue, une erreur dramatique. Parce que la technologie vient de l'homme. Elle est aussi fabriquée, pensée, voulue par l'homme. La seule question, c'est la limite qu'on lui met. Et comment s'appelle cette limite? En tout cas, dans le judaïsme, c'est une bonne nouvelle. Nous avons dans le judaïsme, avec beaucoup d'orgueil, je vous le dis, l'antidote absolu au règne sans partage de la machine. Et ça s'appelle le Shabbat. C'est formidable. Le Shabbat est formidable parce que le Shabbat, on n'utilise pas de téléphone, on n'utilise pas de voiture, on marche avec nos pieds. On téléphone pas. Et on parle avec notre bouche. Nos amis ne sont pas les 12 500 amis qu'on a sur Facebook ou sur ce que vous voulez. Ce sont ceux que nous allons voir, ceux avec qui on papote en pendant que le rabbin ne nous voit pas à la synagogue. Ce sont donc des personnages réels qui nous remettent dans une humanité réelle. Non pas dans une réalité ou une humanité augmentée, mais dans une humanité réelle. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous ne faites pas les 7 jours la semaine? Bonne question. Eh bien, je vais répondre à ça. Je vais toujours considérer que le Shabbat, c'était un miracle absolu parce que, alors que les écolos se bagarrent comme des chiffonniers pour avoir un jour sans voiture par an, nous, dans le judaïsme, on en a 52 par an sans voiture, plus les jours de fête, ça fait quasiment 2 mois sans voiture. C'est un record absolu. Mais l'enjeu dans la vie n'est pas de se passer de la machine, c'est d'être capable de s'en passer. C'est-à-dire que un seul jour par semaine, où on n'a pas d'iPhone, iMac, iPad, ce que vous voulez, ou ordinateur, ou ce que vous voulez, un jour par semaine suffit à nous permettre de ne pas être archi-dépendants. Et je pense que c'est cette façon-là de penser les liens entre l'homme et la machine qui sont importants, ne pas être complètement dépendant, enfermé dans une impossibilité. Et je crois que c'est Durkheim, Émile Durkheim, dans son bouquin incroyable qui s'appelle Le Suicide,
de 1897, Émile Durkheim explique qu'il y a 4 types de suicides pour lui. Bechler, dans son livre Les suicides, en aura d'autres. J'en ai proposé 2 autres que Durkheim ne pouvait pas connaître. Le suicide, non. Les stress post-traumatiques sont établis après la Première Guerre mondiale et lui, il est avant. C'est 1897, oui. Et le deuxième, c'est une de mes inventions, mais c'est pas grave. L'un des 4, donc il a 4 types de suicide. Il a le suicide égoïste, le suicide altruiste, le suicide anomique, un peu de règle, en bien ou en mal, et le suicide fataliste. Le suicide fataliste, c'est le suicide de ceux dont la vie est tellement déjà écrite par avance qu'ils n'ont pas besoin de la vivre. Enfin, ils se croient dispensés d'avoir besoin de la vivre, puisqu'elle est déterminée et absolue par les conditions sociales profondes. Et la machine donne un côté fataliste à notre vie. Je pense qu'il faut être capable de ne pas être prisonnier de la vérité que nous impose la machine. Et de ce point de vue-là, en tout cas le judaïsme, de manière globale, les questions... Parce que le titre qui m'était proposé était assez étonnant sur qu'est-ce qu'on appelle la conviction, les types de conviction. En fait, c'est la foi. Je crois que toute la religion, tout ce qui fait appel à la foi, nous convainc que ce qui est écrit peut être transformé. Ce qui est écrit peut être transformé. Vous voyez, c'est pas ce qui est écrit n'est pas, mais ce qui est écrit est transformé. Et je vais vous raconter 2 petites histoires. Une, parce qu'elle est au cœur de ce que je vous expliquais, et la deuxième, parce qu'elle est magnifique et que ça sera la conclusion. La première, c'est une histoire simple. Quand l'histoire est écrite par avance, ce que dans l'islam, par exemple, on appelle le mektoub, quel intérêt de se révolter ou de vouloir changer le monde? Vous ne pouvez pas. De la même façon que quand la machine nous dit voilà ce que vous allez faire et ce que vous devez faire et vous allez arriver là, on se dit mais pourquoi vouloir jouer autrement? Qui ici, alors elle a essayé avec les assistants personnels à la maison, gros bide, nous ne sommes pas américains grâce à Dieu. Il n'y en a pas autant que we don't have personal assistants in our homes, nothing, not yet. But I think everybody have. Ah, so maybe you have. Your name is Hollande, you have a part of French touch. Not yet. But I think everybody knows Waze. Okay? Tout le monde utilise Waze, qui est une autre forme de robot intelligent, peu importe comment ça se présente. Waze est une intelligence artificielle. Qui ici n'a jamais essayé de contredire Waze? Juste for the fun. Tout le monde. Waze, il vous dit tourne par là, et vous dites, parce que c'est vrai, je connais mieux que ce tordu de Waze. Et là, c'est pas une fille, c'est pas mademoiselle Waze, parce que personne n'aurait l'idée de dire c'est une femme qui va vous dire où aller, comment de lui traduire des passages. Ah, c'est enregistré, j'ai pas vu que c'est enregistré. Regardez, nous avons tous cherché à contredire Waze. Et objectivement, il y a des trucs, je me dis, c'est pas possible. Il veut nous emmener dans des cul-de-sac, il veut nous emmener dans des rues pourries, et tourne par là, revient par là, machin, et là, vous arrivez dessus, elle était parfaitement dégagée, vous ne comprenez pas pourquoi Waze a envoyé tous les clampins que l'on suivi ailleurs, parce qu'il fallait aller tout droit. Donc, on est dans une forme d'opposition. Ce que je veux vous expliquer, c'est que si la machine sait mieux que nous, alors il faut faire ce que dit la machine. Exemple typique, vous choisissez de contredire Waze, et votre copain, votre épouse, ou qui vous voulez à côté de vous dans la voiture, parce que brusquement vous êtes bloqué, vous dites ah, tu vois, si tu l'avais suivi, ça aurait été mieux. Tu suis la machine a raison. Moi je pense que non. Que la machine donne une indication et que nous devons toujours garder la possibilité d'arbitrer. Parce que oui, les choses sont écrites, mais elles ne font pas sens comme la machine voudrait qu'elles fassent sens. Et je vais vous donner l'exemple que le Talmud décrit. Rabbi Akiba, un maître éminent qui est mort en 135, au moment de la révolte de Bar Korba. Rabbi Akiba a une fille et il voit par une sorte de vision que sa fille va mourir le jour de son mariage. Et donc chaque fois qu'il y a un prétendant qui se pointe, il est trop grand, trop petit, trop neuneux, trop train, machin, tout ce qu'on veut, mais pas adéquat pour sa fille. Un jour, la petite, elle lui présente un, alors il n'a rien à dire. Rien. Il est parfait, il est gentil, il est bien intelligent, tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Elle veut se marier. Allez à test. Bon. Il
il se marie. Et le lendemain, sa fille vient le voir, fraîche comme un gardon. Il la voit, il est sidéré. Il dit, ma fille, ça s'est bien passé, très bien, bah, formidable, la fête, merci. Ok. Il y a eu quelque chose de spécial hier? Elle lui dit non, pourquoi? Voilà. Il y a eu quelque chose de spécial, raconte-moi. Tamine raconte que sa fille dit, oui, il y a un petit truc, enfin, 2 fois, raconte-moi. Elle lui dit, hier, donc avant le mariage, tu sais que depuis que j'étais toute petite, toi et maman, vous me gardiez une petite bourse dans laquelle je mettais de l'argent pour m'acheter le diadème du mariage. Et donc, j'avais gardé cette bourse. Et donc, je suis allé chez Cartier, Place Vendôme, enfin, Tamine ne dit pas Cartier, Place Vendôme, j'améliore un peu, hein. Je suis allé Cartier, Place Vendôme, ouais, acheter mon machin, mon diadème. Et sur la route, j'ai vu un pauvre malheureux, avec sa famille, ses enfants, il n'avait rien à manger. Je me suis dit, le diadème, il va me servir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en données corrigées des variations saisonnières. Je lui ai donné l'argent. J'ai gardé juste de quoi m'acheter le même diadème chez Swarovski. Elle ne me dit pas comme ça, mais comme ça. Elle va acheter son truc Swarovski, elle met le truc Swarovski, raconte-t-elle à son père. Il y a eu la fête, c'était magnifique, personne n'en a vu d'ailleurs. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est rigolo. J'ai planté dans le mur, il y avait de la tenture, j'ai planté le diadème dans le mur, dans la tenture du mur. Et c'est marrant parce que ce matin, en le rangeant, dans l'aiguille que j'ai plantée dans le tissu, il y avait un aspic qui était piqué et tué. Et son père lui dit, en hébreu c'est très joli, Tzedaka tatsil mimavet. La charité sauve de la mort. Sous-entendu, le monde est déterminé, c'est vrai, et que tu devais mourir ce jour-là. Le serpent, tout était prêt. Mais tu as changé l'ordre du monde en t'occupant d'une personne qui était en état de faiblesse. Puisque tu as changé l'ordre du monde, alors l'ordre du monde est changé et c'est plus le même monde. Et dans le nouveau monde que tu as créé par ce simple acte, alors tu ne dois pas mourir. Et c'est ma conclusion que je vais vous proposer. C'est une histoire formidable que m'a racontée une petite de mes élèves à Polytechnique. Une fille jeune qui m'a raconté ça, j'étais très ému. Elle me raconte l'histoire d'un roi, qui était un roi très puissant. Pourquoi? Parce qu'il avait une carte, non pas une carte magique, il avait une carte, ce qu'on appelle une carte d'état-major, extraordinairement précise. Avec les dénivelés, les cols, les machins. Et dès que des armées arrivaient pour l'attaquer, lui il avait la carte, il savait exactement par où il passait, par où il était obligé de passer, il les contournait, il arrivait par les hauteurs, il les attaquait, bref, personne ne l'emportait sur lui, il avait sa carte incroyable. Et un jour son fils, qui a 5-6 ans, lui dit, papa, viens, je te montre, j'ai fait une belle surprise. Alors, père, il est content, lui, avec son fils. Son fils l'amène dans la salle des cartes, et il lui montre qu'il a découpé en confetti sa super carte de compétition, et qu'il a mis tout ça dans un gravier énorme. Il dit, regarde papa, on pourra en faire des confettis, en fait. Le père est défait. Mais qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Il a 5-6 ans, vous pouvez lui dire. Le fils, il comprend que le père n'est pas heureux du tout. Et il dit, papa, attends, dans 1 semaine, je te fais une surprise. Il perd d'orage. 1 semaine après, le petit va chercher son père, le roi, l'amène dans la salle des cartes, et le père, stupéfait, voit la carte exactement, parfaitement refaite. Il dit, mon fils, comment t'as fait? Il dit, papa, c'est toi qui m'as donné la solution. Moi? Oui. Tu m'as dit un jour, si tu veux réparer le monde, répare l'homme. Or, il se trouve, mais tu l'avais jamais remarqué, peut-être moi, quand je l'ai faite en confetti, j'ai vu, derrière la carte, il y avait un dessin, une œuvre, d'un homme, un portrait. Alors, c'est pas compliqué. J'ai refait le portrait, j'ai collé, et j'ai retourné, et j'ai ta carte. Et je trouve que c'est une morale incroyable. Si on veut réparer le monde, ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam, réparer le monde, il faut réparer l'humain. Donc on pourra mettre toutes les machines qu'on veut. Si on ne se préoccupe pas de l'humain, on passe à côté de l'amélioration du monde. Voilà ce que je voulais partager.